Je m'appelle Ramla Abdelatif. Moi, je suis enseignante-chercheuse à l'université de Picardie-Jules Verne, c'est à Amiens, dans le nord de la France. Et je suis aussi chercheuse associée à l'IMAR, c'est en fait l'Institut de l'Académie des sciences en Roumanie. D'accord ? Et aujourd'hui, je suis venue parce que j'ai décidé que j'allais vous faire jouer le rôle d'un jury de tribunal. Donc, c'est vraiment ce que vous allez faire aujourd'hui. D'accord ? Donc, le livre sur lequel je me suis basée pour préparer cette intervention, c'est le livre de Leila Schneps et Coralie Colmez, qui s'appelle « Les maths au tribunal, quand les erreurs de calcul font les erreurs judiciaires ». Et très précisément, pour cet exposé-là, je me suis basée sur le chapitre 5. C'est-à-dire que si à la fin de l'heure, vous voulez en savoir plus, vous voulez avoir les détails, si vous voulez voir d'autres cas que celui qu'on a vu, vous allez voir ce livre-là et vous allez être servi. D'accord ? Il est vraiment accessible. Enfin, je veux dire, il est complet, mais il est prévu pour être lu par tout le monde. D'accord ? Pas juste par des experts du domaine. Donc, petit rappel, un jour, vous serez amené dans votre vie, peut-être, à être convoqué pour faire partie d'un jury populaire. Donc, c'est-à-dire que pendant des sessions de 3 jours en général, vous allez être au tribunal et vous allez devoir apporter votre pierre à l'édifice de juger si des personnes sont coupables ou innocentes des crimes desquels on les accuse. Alors, les crimes, ce n'est pas forcément du meurtre avec du sang et des choses comme ça. Hein. Ça peut être des choses plus légères ou plus graves. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des conditions à satisfaire pour pouvoir être membre de jury. Donc, une que majoritairement vous ne satisfaisez pas encore, c'est la première, avoir plus de 23 ans. D'accord ? Après, il faut savoir lire et écrire le français et avoir tous ses droits. Droits civils, droits politiques. En particulier, si vous avez déjà été condamné pour des fautes graves, on ne va pas vous demander de faire partie d'un membre de jury. D'accord ? Et il ne faut pas être incompatible. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on est en train de juger votre frère, votre cousine ou votre conjoint, on ne va peut-être pas vous demander de faire partie du jury non plus. D'accord ? Il y a un petit conflit d'intérêts. Donc, autant vous dire que dans 90% des cas, il y a un moment dans votre vie où vous êtes complètement concerné et où un jour vous recevez un petit courrier dans votre boîte aux lettres qui vous dit « Vous êtes convoqué au tribunal ». Et dans ce cas-là, ce qu'on va vous dire, quand vous allez être un peu briefé, c'est qu'on s'attend à ce que vous utilisiez votre expérience de la vie. C'est-à-dire qu'on prend des gens qui ont des vécus différents, d'accord ? Qui viennent de tous les milieux sociaux, de tous les milieux géographiques, d'âges différents, d'accord ? Et donc on s'attend à ce que vous utilisiez votre expérience de la vie et on va vous dire vous avez des préjugés, on a tous des préjugés, d'accord ? Vous pouvez vous dire non, moi je n'ai aucun préjugé. Vous avez des préjugés parce que votre cerveau, c'est comme ça qu'il fonctionne, d'accord ? Le cerveau humain, il fonctionne de manière efficace. Donc si vous avez, pendant 10 ans, à chaque fois que vous passiez sous une échelle, il vous arrivait une catastrophe, votre cerveau va vous apprendre à ne plus passer sous les échelles. C'est un préjugé que vous avez, d'accord ? Il n'y a pas de lien a priori entre le fait de passer sous l'échelle et qu'il vous arrive une catastrophe, mais votre cerveau a intégré que c'était comme ça que ça se passait, d'accord ? Ça, c'est un exemple très grossier, mais de manière plus générale, si toute votre vie, à chaque fois que vous rencontriez un Adrien, ça s'est révélé que l'Adrien en question, c'était le pire des menteurs, la prochaine fois que vous allez rencontrer un Adrien, il y a une petite part de votre tête qui va faire « attention ». D'accord ? C'est pas volontaire. D'accord ? Et vous allez vous raisonner, vous allez dire « non, mais on ne sait jamais ». Mais vous aurez quand même ce petit signal d'alarme dans votre tête. Et donc, ce qu'on vous dit, c'est que c'est normal de l'avoir, que on s'attend à ce que vous vous en serviez, mais qu'il faut avoir conscience que vous avez des préjugés. D'accord ? Donc, c'est exactement ce que je vais vous demander de faire aujourd'hui. C'est-à-dire que là, nous sommes dans une salle d'audience. D'accord ? Il y a un petit peu plus de monde que d'habitude dans le jury, mais l'idée, c'est que je vais vous présenter un cas. Je vais vous présenter l'accusation, la défense, et je vais vous demander de dire, à votre avis, la personne est-elle innocente ou coupable ? D'accord ? Et ensuite, on va voir un petit peu ce qu'il en est dans la réalité des choses. D'accord ? Donc, histoire de vous confronter un peu à vos préjugés, donc je vous laisse 5 secondes à chaque fois. On va commencer par un facile. Ce monsieur ici, dans 5 secondes, je vais les compter, d'accord ? Si vous pensez qu'il est coupable de quelque chose, vous levez la main, ok ? Si vous ne levez pas la main, c'est que vous pensez qu'il est innocent. Ok ? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si vous pensez qu'il est coupable, vous levez la main. Alors, est-ce que quelqu'un sait qui c'est, ce monsieur ?
c'est Xavier Dupont de Ligonnès, d'accord, qui est toujours recherché à l'heure actuelle, puisque accusé rien de moins que du meurtre de sa femme et de ses enfants. Voilà. Bon, a priori, si vous le rencontrez comme ça, vous n'allez pas forcément vous dire ce monsieur a une tête de meurtrier. D'accord ? A priori. Alors, une fois, j'ai fait cet exposé et les gens ne savaient pas qui était Xavier Dupont de Ligonnès. Ils m'ont tous dit il est coupable de détournement de fonds. Voilà, c'est ça l'association d'idées qui est venue. D'accord ? Si je vous présente ce monsieur. Donc pareil, d'accord ? Celui-là, là. Donc si vous pensez qu'il est coupable de quelque chose, oui, non, mais c'est ce qui va se passer dans la vraie vie. Quand vous allez être dans un jury, justement, vous n'êtes pas censé connaître la personne en face. C'est pour ça que j'ai commencé par un facile. Donc si vous pensez que cette personne est coupable de quelque chose de légalement répréhensible, vous levez la main, d'accord ? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, on a moins de gens, mais il y a quand même des personnes qui... Alors, il serait coupable de quoi ? Je sais pas. C'est juste, il a une tête de coupable. Non, mais en fait, vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on attend un petit peu de vous quand vous êtes juré populaire aussi, d'accord ? On ne s'attend pas à ce que vous vous arrêtiez là. Mais, quand des gens parlent, des fois, vous allez faire... Ah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il ment, je le sens pas. C'est un peu ce genre de choses. Et les premières impressions, ça compte, d'accord ? Il y a deux autres personnes qui avaient levé la main. Il serait coupable de quoi, ce monsieur ? On ne sait pas a priori ? Ok. Et c'était là-bas qu'il y avait une main aussi qui s'était levée ? Pas d'idée ok. Bon, alors en fait... Oh, j'ai fait une bêtise, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. Donc ce monsieur-là, en fait... Non. Ce monsieur, en fait, il a été accusé à tort d'un truc très glauque. Hein. Donc ça s'est passé aux États-Unis il n'y a pas si longtemps. Il s'appelle Troy Davis. L'affaire Troy Davis, elle avait fait beaucoup de bruit il y a une quinzaine d'années maintenant. Donc en fait, ce jeune homme, parce que c'était un jeune homme, il a été accusé de viol d'une jeune femme, et le détail n'est pas anodin, d'une jeune femme blanche. Il a été condamné, accusé, alors qu'il a clamé son innocence. Il a passé des années dans le couloir de la mort, parce que condamné à mort dans ces cas-là. D'accord ? Il y a eu des appels, des recours, etc. Il a été exécuté. Et en fait, il est innocent. Parce que c'était quelqu'un de l'entourage de la victime qui l'avait violé. Donc, dans le genre histoire un peu glauque, vous voyez. Mais une des choses qui a joué en la défaveur de ce monsieur, et c'est un des biais qu'on trouve des fois dans les jurys, c'est que dans son jury, il n'y avait aucune personne racisée. Il n'y avait que des personnes blanches. D'accord ? Et donc, elles sont toutes parties du principe que non, lui, c'était sûr, c'était lui le violeur. Quoi. Et en fait, non. D'accord ? Donc lui, c'est vraiment une victime, pour le coup. Accusé à tort. Un petit dernier. Ce jeune homme-là. Donc pareil. 5, 4, 3, 2, 1. OK. Donc vous avez une grosse moitié qui pense qu'il est coupable, enfin qu'il a commis un crime. Est-ce que quelqu'un sait qui c'est ? Ok. Alors, de quel crime il serait coupable, a priori, comme ça ? Ouais. Okay. Alors, c'est en partie vrai. J'ai pas entendu ? Du braconnage. C'est possiblement vrai aussi. Ouais. Ça aurait pu. Alors, effectivement, ce monsieur-là, il était très, 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 très coupable. Vous avez déjà entendu parler de Pol Pot ? Les Khmers rouges, le génocide dans les fins des années 70, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Non, plus tard que ça. C'est ça, en fin des années 70. Donc, en fait, il est coupable quand même du massacre de millions d'innocents. Hein. Il n'y a pas d'autre mot, c'était un génocide. D'accord ? Quand on le voit comme ça, il n'a pas l'air méchant. D'accord ? Et si vous lisez, alors il y a un roman que je vous conseille de Nancy Houston qui s'appelle Lèvres de pierre, où en fait elle raconte la vie de Pol Pot, dont le vrai nom c'était Salot Sahar, en fait avant qu'il devienne Pol Pot. Et vous voyez comment, en fait, ce jeune garçon qui n'avait pas franchement d'éducation, qui venait de la campagne, est devenu l'un des dictateurs les plus sanguinaires du XXe siècle.
C'est vraiment assez frappant parce qu'on est vraiment à hauteur d'homme, si vous voulez. Et vous voyez que lui, dans sa tête, il ne voit pas où est le problème. Au Cambodge. D'accord ? Asie du Sud-Est. Donc vous voyez que, alors ça je vous le dis quand même, ça c'est un cas que j'aime bien faire des fois, c'est un cas très particulier. C'est-à-dire que vous me disiez innocent ou coupable, en fait les deux réponses sont correctes. C'est-à-dire que ce jeune homme, ça a eu lieu en Suède ou en Norvège, il a été accusé une première fois à tort d'un crime qu'il n'avait pas commis. Donc il a passé quelques années en prison, puis finalement il a été innocenté. Mais en prison il s'est fait des relations pas très saines, on va dire. Et donc, quelques années plus tard, il a été à nouveau inculpé pour crime, mais cette fois, il y avait vraiment crime. Vous voyez ? Donc, c'est là aussi où on voit le fait que quand vous accusez quelqu'un à tort, que vous l'envoyez dans un environnement où il souffre, il peut se passer des choses pas très sympas derrière. OK ? Voilà. Donc, vous voyez un petit peu le type de préjugés que vous pouvez avoir. Il y en a, par exemple, qui vont partir du principe présomption d'innocence. Moi, je pars du principe que la personne est innocente, qui est normalement ce qu'on est censé faire en France. Et j'insiste sur le normalement. Donc l'affaire que je vais vous présenter aujourd'hui, pour laquelle je vais faire appel à vos lumières de juges éclairés, c'est une affaire qui a eu lieu aux Pays-Bas il y a un peu plus de 20 ans. Mais elle est toujours d'actualité. C'est-à-dire que des affaires comme ça, il s'en passe en moyenne tous les ans. Vous en avez soit en France, soit en Espagne, soit en Allemagne, enfin dans les pays du monde occidental, on va dire. Vous pouvez être sûr que vous regardez les journaux, vous tombez sur une affaire de ce type-là. D'accord ? Donc malheureusement, alors qu'on a conscience de la situation, ça continue de se produire. Et donc l'idée, c'est aussi d'essayer de comprendre pourquoi. D'accord ? Donc le contexte est le suivant. Donc vous avez, alors, l'hôpital que j'ai mis là, ce n'est pas le vrai hôpital concerné, mais c'est un truc à peu près aussi gros. D'accord ? On est quand même sur une très grosse clinique. Donc vous avez Lucia, une infirmière de 40 ans, qui vient tout juste d'être recrutée dans un hôpital qui emploie une centaine d'infirmières, plus les médecins, plus le personnel administratif, donc autant dire une grosse structure. D'accord ? Et comme elle vient d'être recrutée, on dit on ne va pas la mettre dans trop de services différents. Donc vous voyez, dans un hôpital, vous avez plein de services. Vous avez la cardiologie, la neurologie, vous allez avoir, je sais pas moi, la gastro, vous allez avoir les personnes âgées, vous allez avoir les services des enfants malades, vous allez avoir la rhumatologie. Enfin, il y a plein de services dans un hôpital, d'accord ? Donc 100 infirmières, ce n'est pas forcément énorme. Et donc, ce qu'on se dit, c'est que Lucia, elle vient d'arriver, on va la mettre dans 2 services, d'accord ? Donc, elle travaillera soit chez les enfants malades, soit chez les personnes âgées. Donc, il faut vous figurer la chose suivante, c'est-à-dire que pendant toute l'année, elle a son service chaque semaine, puis une fois, elle va être chez les malades, chez les personnes âgées, une fois chez les enfants malades, la fois d'après encore chez les enfants malades, d'accord ? Mais elle ne va pas ailleurs. Elle ne fait pas de neurologie, elle ne fait pas de gastrologie, rien. Elle ne fait que ces 2 services-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que pendant une année, mais en fait c'est pendant la première année de son recrutement, à chaque fois qu'il y a une personne qui meurt chez les enfants malades ou chez les personnes âgées, qui est l'infirmière de service ? C'est Lucia. Systématiquement, d'accord ? Et c'est la seule personne, c'est la seule infirmière de service, d'accord ? Il n'y a pas d'autres infirmières qui sont présentes en même temps. Quand vous avez un décès comme ça, on vérifie quand même que, voilà, il y a un médecin légiste qui vérifie que c'est un décès de cause naturelle, enfin, attendu, disons. Et donc, il n'y a aucun décès qui, a priori, est suspect. D'accord ? Enfin, je veux dire, les enfants malades, ce n'est pas juste des rhumes, c'est des pathologies très, très, très lourdes. Donc, on ne s'attend pas souvent à ce... Enfin, certains, il y en a, on ne s'attend pas à ce qu'ils survivent. Okay ? Et les personnes âgées, on se dit, bon, c'est tout, c'est que c'était son heure. Mais, voilà, les choses étant ce qu'elles sont, les collègues, ça parle. Mais quand même, tu ne trouves pas que c'est bizarre ? Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Moi non plus. Et donc, il y a une rumeur qui va se dire, oh, c'est quand même bizarre. Puis il faut voir, 2003, c'était l'époque où quand même on se posait des questions sur le droit de fin de vie, est-ce qu'on peut aider les gens à mourir dans la dignité, etc. Donc si vous voyez, il y a tout un contexte qui fait que la question a commencé à passer un petit peu dans les oreilles et arriver jusqu'aux oreilles du directeur. Et donc le directeur, vous voyez, c'est une clinique privée, c'est un patron d'un gros machin, il y a pas mal d'argent en jeu notamment, et donc il se pose la question, il se dit, je vais aller voir la police, je vais leur demander ce qu'il faut faire. D'accord ? Donc la question, c'est est-ce que c'est un hasard si Lucia est toujours là quand les gens meurent ou est-ce qu'en fait elle les aide à mourir ? D'accord ? Donc autrement dit, en jargon policier, est-ce que Lucia est une meurtrière ? Il n'y a pas d'autre mot. D'accord ? Donc il y a vraiment une enquête de police qui est demandée. Okay ? Donc pour voir un petit peu comment ça fonctionne, alors si vous êtes amateur de thrillers, de séries policières, de choses comme ça, vous savez que il y a trois questions principales qu'on se pose quand on essaie de savoir si quelqu'un a commis
un délit ou un crime, d'accord? Il faut savoir comment il a fait, quand est-ce qu'il l'a fait, et pourquoi il l'a fait. D'accord? Donc si Lucia elle a tué tous ces gens, il faut savoir comment elle les a tués, quand est-ce qu'elle les a tués, et pourquoi elle les a tués. Alors, dans le cas de Lucia, c'est un peu facile. À la limite, c'est trop facile, si vous voulez. D'accord? Par exemple, les moyens d'action. Ouais. Oui, mais alors comment? Alors, attention, parce que si la piqûre est trop évidente, je vous rappelle quand même que le médecin légiste a dit que les morts étaient de mort naturelle. Donc, piqûre, mais dans ce cas, il faudrait faire un peu attention. Mais ce serait faisable. Ouais. Ouais. Alors, si tu le débranches trop peu discrètement, on va voir qu'il y a eu un arrêt, tu vois. Donc ça, il faut le débrancher. Puis une fois que la personne est morte, tu le rebranches. Et comme ça, tu fais, bon, non, il ne s'est rien passé. C'était peut-être une coupure de courant. Enfin, tu vois, faut faire un peu attention. Ouais. Par exemple, j'ai oublié. D'accord? Ou alors, j'augmente très légèrement les doses. Juste ce qu'il faut pour que ça ne se voit pas. D'accord? Il y a certains traitements, par exemple, je vous le dis, il y a un traitement qui s'appelle la colchicine. En première intention, c'est pour les gens qui ont des crises de gouttes, mais c'est aussi un traitement qu'on donne au long terme pour des personnes qui ont certaines maladies, maladies génétiques. D'accord? Ce médicament-là, ça se donne milligramme par milligramme. La dose maximale, c'est 3 milligrammes. Vous donnez 10 milligrammes à quelqu'un, vous avez fini d'en entendre parler. Donc il suffit de dire, j'ai confondu 10 milligrammes et 10 centigrammes. Oups. Bon, enfin, vous voyez, il y a des médicaments comme ça qui existent. Non, mais enfin, c'est terrible, mais c'est pour vous dire que des moyens d'action, a priori, Lucia, elle en a plein à sa portée. Donc, moyens d'action, trop facile. Opportunité d'action. Quand est-ce qu'elle aurait pu tuer les gens? Ouais, par exemple, pendant son service, je vous dis, c'est la seule infirmière du service quand elle est de service. Parce qu'on a 100 infirmières dans l'hôpital, mais il y a quand même beaucoup de services. Puis il y a des services qui demandent plus d'infirmières que d'autres. D'accord? La neurologie, la cardiologie, en général, on essaie d'avoir un petit peu de nom en pneumo aussi. D'accord? Les enfants malades, en général, il y avait une seule infirmière. Donc quand Lucia elle était là, elle était toute seule. Vous faites ça en fin de journée, quand il n'y a plus les parents, qu'il n'y a pas encore la relève, il n'y a pas de témoins. Alors ça, c'est une question qu'on me pose des fois. Il n'y a pas de caméra dans les chambres. Hein. Enfin, je veux dire, c'est des chambres, c'est des espaces privés, même si c'est un hôpital, d'accord? Donc il n'y a pas de caméra, on n'a pas de moyens de surveillance comme ça. D'accord? Donc l'opportunité d'action, elle est là. Et puis, enfin, je vous rappelle qu'à chaque fois, c'est elle qu'on trouve. C'est elle qui trouve les malades. Quoi. C'est machin est décédé. Et c'est toujours elle qui alerte, c'est toujours elle qui est là. Et pourquoi elle l'aurait fait? Ouais. On pourrait se dire ça. Je vous ai dit, concept de toutes ces questions autour de l'euthanasie. On est quand même sur un service des enfants malades. Vous voyez des tout petits... Enfin, je veux dire, les décès, enfin, vous voyez, c'était des enfants, ils avaient 6 mois, 1 an, 2 ans. C'était des tout petits enfants. Puis vous les voyez souffrir le martyre, c'est pas une vie, les pauvres. Pourquoi pas? Il y a des gens qui se disent, on va les aider à partir sans souffrance. Bon. Toujours est-il que si on veut trouver des réponses, on en trouve. D'accord? Et on en trouve un peu trop facilement. Donc Lucia, bien évidemment, elle ne fait pas « ouais, j'ai tué tout le monde ». Elle fait « non, j'ai pas de chance, quoi. D'accord? Je viens d'arriver, pourquoi est-ce que j'aurais fait ça ?» Enfin, je vous rappelle, c'est sa première année. Hein. Okay. Donc il y a une enquête qui est ouverte, enfin, ça va au procès, c'est-à-dire qu'elle se retrouve au tribunal. D'accord? Donc Lucia se retrouve au tribunal, elle a un avocat commis d'office. Vous savez ce que c'est un avocat commis d'office ou pas? Ouais, en fait, c'est-à-dire que la loi dans la plupart des pays veut que vous ayez le droit à un avocat. Et pour tout un tas de raisons, soit parce que vous n'avez pas les moyens, mais aussi des fois ça peut être parce qu'on vous embarque, vous n'avez pas le temps de contacter qui que ce soit. D'accord? Si vous n'avez pas d'avocat que vous avez désigné, on va vous en donner un d'office. C'est ce qu'on appelle un commis d'office. D'accord? Et ces avocats-là, des fois, ils ont le temps de préparer le dossier, des fois, ils ne l'ont pas. Des fois, ils sont spécialistes de votre domaine, des fois, ils ne le sont pas. C'est très vaste, d'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Lucia, elle avait un avocat commis d'office, là où l'hôpital avait un avocat qu'ils avaient eu le temps de choisir, d'accord? Donc déjà, là, on a un petit déséquilibre. Cette information-là, je vous la donne. Le jury ne l'avait pas. Mais bon, moi, je trouve que c'est important de vous la donner quand même. Donc,
Elle n'a pas de défaut, parce que pour elle, enfin, c'est évident qu'elle n'a rien fait, c'est évident qu'elle a tué personne, d'accord. Et donc, le jury se pose la question, mais est-ce que c'est vraiment possible d'être là par hasard à tous les décès pendant 1 an dans ces 2 services-là, d'accord. Donc, pour répondre à cette question, ce serait bien de savoir un petit peu combien il y a de décès, ce serait bien de savoir combien de temps elle a passé, si elle est allée une seule fois chez les enfants malades et une seule fois chez les personnes âgées, qu'elle est en arrêt maladie le reste du temps, ça ne suffit pas, d'accord. Si chaque semaine il y a un mort dans les services, ça commence à paraître louche. Donc les données sont les suivantes. Alors j'ai arrondi un peu, les ordres de grandeur sont ceux-là, c'est-à-dire par exemple, pour les plages horaires, le nombre exact c'est 1095. 1080, 1095, c'est semblable, surtout qu'en fait les 15 plages horaires restantes, c'est par exemple si l'hôpital est fermé parce que vacances pour le personnel administratif, parce que vacances de toutes les infirmières. Je veux dire, si vous allez à l'hôpital entre Noël et le jour de l'an, et en particulier si vous y allez le soir du 25, bon courage pour trouver une infirmière. C'est ce qui est normal, j'ai envie de vous dire. Elles ont le droit de se reposer, elles sont en sous-effectif. Donc là, ce qui va se passer, c'est que dans votre hôpital, les services ils sont déterminés par plage de 8 heures. D'accord ? Donc une plage horaire, c'est 8 heures d'affilée. Donc en gros, vous avez le service du matin, le service de l'après-midi soir et le service de nuit. Et sur toute l'année, pour couvrir dans chaque service toute l'année, il y a 1080 plages horaires à répartir entre les infirmières. D'accord ? Une infirmière, elle doit faire 180 plages horaires par an. C'est son contrat qui vous dit ça, d'accord ? À répartir entre différents services. Je vous rappelle que Lucia, elle n'est que sur 2 services, les personnes âgées et les enfants malades, d'accord ? Et Lucia, c'est une parmi 100 infirmières. Donc, il y avait 1% de chance que ça tombe sur elle, on va dire, si je fais ça très grossièrement. Bon, en fait, c'est pire que ça. Pourquoi ? Parce que Lucia, pendant l'année, elle a passé 1/3 de son service chez les enfants malades, et il y a eu 3 morts. Elle a passé les 2/3 restants chez les personnes âgées, et il y a eu 5 morts. On est presque sur un ratio de 2 et 2 de chaque côté, quand même. D'accord ? Donc ça, c'est les données dont on dispose. Et donc la question, c'est de savoir, à partir de ça, quelle est la probabilité que, par hasard, ces 3 enfants et ces 5 personnes soient mortes pendant que Lucia soit là. Ouais. On n'a pas le taux de mort qu'il y avait l'année d'avant, ça va vite augmenter. Alors je note ta question, qui n'avait pas été posée par le jury, mais c'est une excellente question. Donc taux de mortalité. Ouais. Avec le taux de mortalité, ce qui sera important aussi, c'est savoir le nombre de patients qui ont été rajoutés cette année par rapport à l'année dernière. Donc variation du... Variation du nombre de patients. Par rapport à l'année antérieure. Est-ce qu'il y a d'autres réflexions qui vous viennent tant qu'on est... Si vous avez des questions, je veux bien les enregistrer, on est enregistré, sinon on ne vous entendra pas. Moi, j'avais une question, c'était est-ce que les personnes qui sont mortes, elles voulaient mourir ou c'était des personnes Alors, lambda ? pour les personnes âgées, je ne saurais pas tout te répondre. Pour les enfants, je peux te répondre, puisque le plus âgé avait 2 ans. Je ne suis pas sûre qu'à cet âge-là, tu aies trop une conscience de vivre et de mourir. Tu vois ? Mais effectivement, c'est une question qu'on peut se poser. D'accord ? Donc je vais la noter ici, celle-là. Déjà parce qu'on y a répondu, et puis parce que... mais c'est une question pertinente. Envie de mourir chez les décédés. Bon, n'hésitez pas, hein, si au cours de... Oui ? Est-ce que leurs maladies, elles étaient incurables ou ils avaient des chances de s'en sortir ? Alors, a priori, il n'y en avait aucun qui avait vraiment de chance de s'en sortir. Mais tu vois, tout est relatif. C'est-à-dire que les médecins, ils ne vont jamais te dire « Non, mais il ne s'en sortira pas ». Ça, ils ne te le diront jamais. Vraiment. Tu vois. Donc, si tu demandes aux médecins,
Ils ne vont pas dire, non, mais de toute façon, il était condamné. En général, ils te le disent une fois que la personne est morte. Tu vois, donc voilà. Mais là, en l'occurrence, si tu regardes un petit peu les données, il s'avère que les enfants, par exemple, étaient atteints de maladies vraiment très, très graves. Tu vois, c'était genre des cancers du sang, des choses vraiment assez lourdes. Donc, tu ne peux pas dire qu'ils n'auraient pas quand même vécu. Mais c'est pas étonnant non plus qu'ils décèdent si jeunes. Tu vois, il n'y avait pas... de mémoire, je crois que le plus jeune, c'était une pathologie genre au niveau des poumons, un truc où il était déjà appareillé, alors que c'est un nourrisson. Tu te dis, difficile. Et chez les personnes âgées, une personne âgée les personnes âgées qui sont à l'hôpital, c'est pas juste pour de la vieillesse en général. Tu vois, c'est qu'on a des pathologies assez lourdes derrière, et tu rajoutes en plus ça l'âge. Bon, qu'elle décède, il n'y a rien de surprenant. D'accord ? Il n'y avait pas de... Comme je le disais, aucun des décès qui étaient constatés n'a été constaté comme étant suspect ou comme n'étant pas attendu ou naturel. Ok ? Mais effectivement, c'est quand même une question qu'on est en droit de se poser. Est-ce que c'était des maladies incurables ? Ok ? Sinon, j'aurai l'occasion encore. N'hésitez pas tout au long de l'exposé si vous avez des questions. Ok ? Donc, pour savoir quelle est la probabilité qu'un événement arrive, on fait appel à quelqu'un qui a suivi des cours de statistique. D'accord ? Donc là, c'est l'accusation, c'est le procureur, en fait, qui fait appel comme témoin extérieur à un individu, alors qui n'est pas mathématicien professionnel, d'accord, mais qui a été formé à la statistique, c'est-à-dire qu'il y a un master de statistique au minimum. D'accord ? Et on lui dit, voilà, est-ce que tu peux calculer cette probabilité ? Et la personne fait oui, tout à fait. Voici l'argument que je vais dérouler devant vous. Donc, d'où viennent ces données ? Ça fait 2 fois, je suis championne du monde pour ça, désolée. Voilà. La probabilité que Lucia assiste à un décès par hasard chez les enfants. Déjà un. D'accord ? C'est quoi ? Il y a 60 des plages horaires sur les 1080 plages horaires au total, sur lesquelles elle est présente chez les enfants. D'accord ? Et donc la probabilité qu'un événement arrive, c'est le truc que vous avez vu, nombre de cas favorables sur nombre total de cas. Donc la probabilité qu'un enfant quelconque meure pendant le service de Lucia, c'est le nombre de services qu'elle fait sur le nombre total de services qui doivent être faits. Ça, c'est pour un enfant. D'accord ? Maintenant, si c'est par hasard, le fait qu'il y ait un enfant qui meurt, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y en ait un autre qui meurt. Donc la probabilité de A et B, ça va être la probabilité de A fois la probabilité de B. Donc ça, c'est la probabilité qu'un premier enfant meurt. Ça, c'est la probabilité qu'un deuxième enfant meurt par hasard pendant que Lucia est là. Alors, information qu'on voit à travers ce calcul, c'est qu'en fait, il n'y a pas 2 enfants qui sont morts dans le même service. D'accord ? Là, ça serait quand même vraiment la poisse. Non, ils sont morts quand même à quelques semaines d'intervalle. Ce n'était pas très collé, très consécutif. D'accord ? Donc, il reste 59 plages horaires à trouver dans le service de Lucia sur les 1079 qui restent. Et puis, pour le 3e enfant, sur les 58 plages horaires restantes de Lucia, il faut que ça tombe dedans. Donc, la probabilité, là, elle va être de 58 sur 1078. Et comme les morts des 3 enfants sont accidentelles, elles ne sont pas liées les unes aux autres, donc elles sont indépendantes. Donc, on peut utiliser la formule du produit pour les probabilités. Et donc, rien que le fait qu'elle assiste par hasard au décès des 3 enfants, c'est à peu près 2 pour 10 000. Une chance sur 5 000. C'est déjà pas beaucoup. Bon, ça, c'est que pour les enfants. Maintenant, on peut faire la même chose pour les personnes âgées. Comme c'est par hasard, c'est complètement indépendant des enfants. Donc, je fais le même calcul pour les personnes âgées. Maintenant, je vous souvenez, elle a passé 2 fois plus de temps chez les personnes âgées. Donc, on a 120 plages horaires sur 1080 à prendre. D'accord ? Puis 119 sur 1079, 118 sur 1078, 117 sur 1077, 116 sur 1076 pour le 1er, 2e, 3e, 4e et 5e décès, qui sont par hasard donc indépendants. Et donc cette fois-ci, la probabilité qu'elle assiste au décès chez les personnes âgées, au 5, elle est de 2 pour 100 000. Vraiment pas beaucoup. Et si c'est par hasard, il n'y a aucun lien entre le fait que les gens meurent chez les enfants ou chez les personnes âgées. Donc la probabilité d'être là aux morts chez les personnes âgées et chez les enfants, ça va être le produit de ces 2 nombres. Ce qui nous fait un total de 4 pour 1 milliard à peu près. Alors, à titre informatif, parce que je trouve que c'est une bonne comparaison,
Vous avez une chance sur 19 millions de gagner au loto le jackpot, là, les 6 numéros gagnants. D'accord? Et là, on est à 4 pour 1 milliard. Donc, en gros, 1 pour 250 millions. Vous voyez le facteur 10, là, qui apparaît? C'est 10 fois plus rare que la chance de gagner les 6 bons numéros au loto. C'est chaud, quand même. Hein? D'accord? Donc le fait qu'elle soit là par hasard, moyen. Puis cette défense de dire oh, c'est bon, je suis innocente, pourquoi j'aurais tué les gens, c'est pas une défense. D'accord? Donc l'accusation, voilà ce qu'elle vous explique. Que la probabilité que Lucia soit là par hasard, elle est beaucoup trop faible pour que ce soit raisonnable. Ok? Et la défense, je vous fais la défense aussi, hein, parce que c'est rapide. La défense, c'est mais ma cliente, elle est innocente. Et donc, ça veut dire que si elle n'était pas là, il n'y aurait pas de mort. Voilà. Non, mais littéralement, la défense, c'était ça. C'est-à-dire que c'était la bonne foi de la cliente. On appelle des témoins, genre ses anciens collègues, son ancien directeur, qui disent « Elle a toujours très bien travaillé. » Ok, mais enfin, il y a des psychopathes qu'on ne voit pas pendant des années, puis d'un coup, on découvre que c'est des psychopathes. Donc, pourquoi est-ce que ce ne serait pas ce cas-là? Ouais. Mais est-ce que sur cette période-là, c'était les seuls décès qu'il y a eu? Dans tout l'hôpital? Oui. Non, mais ça, c'est improbable. Ça, c'est très improbable, ça. Tu vois, dans un hôpital, en général, tu as au moins un mort par jour. Ça reste un hôpital quand même, tu vois. Donc non, ça, je peux dire, la réponse, c'est sûr que non. Il y a eu des décès dans d'autres services. D'accord? Mais, encore une fois, quand Lucia n'était pas dans le service des enfants malades ou dans le service des personnes âgées, il n'y avait pas de décès. Les gens ne mouraient que quand elle était là. Ça, quand même, ça fait un peu, vous savez, malédiction vaudou, quoi. Voilà. Donc là, en l'état actuel des choses, vous avez, même un peu plus, mais vous avez toutes les informations dont disposait le jury quand il a statué sur la question suivante, est-ce que Lucia est coupable ou non de meurtre sur les enfants et les personnes âgées? Question. Il y en a une là-bas et ensuite une ici. Est-ce qu'elle avait des ennemis à l'hôpital? Est-ce qu'elle avait des ennemis? C'est une très bonne question. Alors, ce que je vais te donner comme réponse là, maintenant, tout de suite, qui est la réponse qu'on aurait fait au jury à cette époque-là, elle vient juste d'arriver. C'était sa première année, tu vois. Donc, pour te faire des ennemis, en général, faut y aller. Et la personnalité de Lucia, telle qu'elle était présentée par ses anciens collègues et tout, c'est quelqu'un, tu vois, de très tranquille, de très gentil, un peu effacé. Pas du genre, tu vas aller à te rentrer dedans, plutôt serviable. Donc pas le genre à se faire des ennemis. Oui, effectivement, ça c'est possible. En fait, c'est la question de la jalousie qu'il y a derrière. Jalousie. Mais là, ce serait aller loin quand même par jalousie. Hein. Tu vois, ça ferait un très bon film. D'accord? Mais ce sera aller loin. Ouais? Mais donc du coup, avec ça, Vas-y. on peut dire que c'est très improbable que ce soit arrivé par malchance, mais si on n'a aucune autre preuve que ça Ouais. pour indiquer sa culpabilité, à part l'improbabilité statistique. Bah là, moi, Vas-y. On est censé dire que tant qu'il est possible de douter qu'elle soit innocente, c'est mieux de ne pas la condamner, normalement. Donc ça, c'est le principe même de la présomption d'innocence. Oui, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est un principe, d'accord, la présomption d'innocence, que normalement, c'est ce qu'on applique. Maintenant, moi, ce que je vous dis, c'est juste qu'avec ces données-là, le jury a choisi de statuer. D'accord? Je ne dis pas que vous feriez la même chose. Et d'ailleurs, toutes les questions que vous avez posées là, elles sont hyper pertinentes. Et le jury ne les a pas posées. Vous voyez? Donc, ce n'est pas le même point de vue. Et c'est bien parce que ça va dans le sens de ma conclusion, donc je suis très contente. Mais effectivement, toutes ces questions-là n'ont pas été posées par le jury lors des audiences préliminaires. Là. Et à partir de tout ce que je vous ai raconté, le jury a conclu est-ce qu'elle était coupable ou innocente. Donc là, ce que je vais vous demander de faire, c'est la même chose. Imaginez, vous êtes la seule personne dans le jury qui est désignée à avoir toutes ces questions. Vous n'êtes pas le président du jury, donc vous ne pouvez pas transmettre les questions au procureur. Et le président, il vous fait « Ouais, mais en fait, on s'en fout. Oh non, je ne vais pas passer les questions. » Enfin, c'est possible, vous voyez, il va transmettre les questions que s'il juge qu'elles sont pertinentes. Ou vous êtes trop timide parce que les 11 autres, ils vous regardent en disant « Non, mais elle est nulle ta question. » D'accord? Tout un tas de raisons qui font que ces questions-là n'ont pas été posées. Donc là, je vais vous laisser une petite minute
pour essayer de déterminer, à partir de ces données-là, est-ce que vous auriez dit qu'elle est coupable ou qu'elle est innocente. Vous n'avez pas le droit de dire « je sais pas », d'accord ? Parce qu'en fait, le jury est obligé de dire coupable ou innocent à la fin. D'accord ? Il ne peut pas s'abstenir. OK ? Donc allez-y, je vous laisse discuter un petit peu et puis après... Pays-Bas. J'ai pas entendu, il y a Présomption d'innocence. Il y a aussi la présomption d'innocence aux Pays-Bas. Ouais. Je pense qu'à part les États-Unis, il n'y a pas beaucoup de pays dits occidentaux où il n'y a pas la présomption d'innocence. Mais ça veut dire que tous les décès dans les dessins de la personne âgée en fait malade, elle était là. Oui. Tous les décès. Il n'y en a pas eu où elle n'était pas là. Non, à chaque décès chez les enfants malades et à chaque décès chez... Ouais, là, cette année-là, il y avait juste 3 décès et elle était là à chaque fois. Et chez les personnes âgées, il n'y avait que 5 décès. Mais va dire que 5 décès aux familles des 5 personnes qui sont mortes, tu vois. Et elle vient d'arriver. Donc la taille des services, ouais, c'est ce qu'on avait aussi demandé. Peut-être on peut mettre... il n'y en a pas non plus des centaines, tu vois, mais tu peux bien en compter une bonne quinzaine minimum chez les enfants. Et chez les personnes âgées, il y en a plus que ça, il y en a une trentaine, quelque chose comme ça. Il faudrait comparer. Ramla, on ne connaît pas ses antécédents. Ça fait qu'un an qu'elle est là, elle faisait quoi avant? Alors, personne n'a posé la question. Alors, personne n'a posé la question des antécédents, mais il y avait des témoins extérieurs qui ont été appelés, genre ses anciennes collègues, son ancien directeur, et notamment il y a la question de pourquoi elle a changé. C'est pour raison personnelle qu'elle a bougé, elle a déménagé. Donc, il n'y avait pas de mort. Mais a priori, en fait, elle n'a jamais été suspectée. C'est ça surtout, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait des morts, mais il n'y a jamais personne qui s'est posé la question de dire est-ce que ces morts sont lues, tu vois. Donc, Alors, le verdict. Alors, cher jury, on va faire à la louche, hein, voir... Donc, moi, je suis pour la présomption d'innocence. Qui pense qu'elle est innocente? Ouais, on a un bon gros 2 tiers. Hein. Ouais, plus que ça, même un bon 3/4. Qui pense qu'elle est coupable? Ouais, c'est ça. On est sur du 25-75. Alors, donc je vais vous donner le fin mot de l'histoire. Et pour faire ça, je vais faire un tout petit interlude où il est question de parler français. Donc vous allez avoir l'impression que je vous raconte ma vie, mais c'est à but pédagogique. Histoire numéro 1. Ce soir, je suis invitée à dîner chez des amis qui ont 2 enfants. Et l'un de ces 2 enfants s'appelle Yamina, et c'est une pro de la batterie. Question, quelle est la probabilité que ce couple ait 2 filles? Non, on sait qu'ils ont 2 enfants. C'est un couple d'amis, ils ont 2 enfants. Et moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a un des 2 enfants qui s'appelle Yamina, et elle joue super bien de la batterie. Alors, quand vous pensez avoir une réponse, levez la main. Comme ça, moi, je récolte les valeurs. Je vais les répéter. 25%, donc 1/4. J'ai pas entendu? Une chance sur 2. Un tiers. Non, on est en train de faire toutes les fractions, c'est bien. Est-ce que j'ai d'autres valeurs? Ouais. 2 tiers. Autre chose? Alors, regardez. Ouais. 1/2. Ok, il est déjà là. Alors. Fais-toi plus confiance. Moi, qu'est-ce que je vous ai donné comme info? Donc, il y a 2 enfants.
Donc le premier, ça peut être une fille ou un garçon. Le deuxième, ça peut être une fille ou un garçon. D'accord? Qu'est-ce que je vous ai donné comme info? Non, ça c'est la question. Voilà, ce que je vous dis, c'est qu'un des deux enfants, c'est une fille. Donc en fait, j'exclus un cas d'office. C'est garçon-garçon. Donc finalement, le nombre de cas possibles, c'est 3 cas. Et j'ai un cas favorable. C'est un tiers. Donc fais-toi confiance. Ok? Et maintenant, regardez la subtilité de la chose. Je reprends la même histoire. Ce soir, je vais dîner chez un couple d'amis. Ils ont 2 enfants. La cadette, ouais, faut faire la cadette. La cadette s'appelle Yamina et elle joue super bien de la batterie. Mais ça veut dire la plus jeune des 2. D'accord? Question, quelle est la probabilité qu'ils aient 2 filles? Ben non. Là, je vous donne une info plus forte. Je vous dis que le deuxième enfant, c'est une fille. Donc la seule question, c'est est-ce que le premier est une fille? Et là, c'est une chance sur 2. Donc vous voyez qu'en fonction du degré d'information que je vous donne, pour un même contexte, la réponse peut être radicalement différente. D'accord? Donc là, on touche à la question parler et comprendre le français, mais on touche à une question qui est plus profonde, qui est en fait avoir du bon sens, c'est-à-dire modéliser les choses. D'accord? Vous voyez que la situation, le tableau global, c'est le même. C'est premier enfant, est-ce que c'est une fille ou un garçon? Deuxième enfant, est-ce que c'est une fille ou un garçon? Mais les cases que je vais considérer, en fonction de ce que vous me donnez comme information, ce n'est pas les mêmes. Ben, un demi ou un tiers, ça change la donne quand même. Hein. D'accord? Donc si on reprend le dossier de Lucia avec une vraie défense maintenant, ben, on se rend compte que ce qu'il nous a raconté le statisticien là, c'est n'importe quoi. Et vous n'avez pas besoin d'être un expert en statistique pour vous rendre compte que c'est n'importe quoi, comme on va le voir à l'instant. Donc déjà, moi, il y a une première chose sur laquelle je vous dis bravo, c'est que toutes les questions que vous avez posées là, elles suffisaient déjà à démonter le truc. Hein. La première question, moi, que j'ai envie de poser, c'est celle-ci, effectivement. Mais combien de personnes sont mortes les années d'avant? Parce que si vous me dites que l'année d'avant, il y avait 12 morts chez les enfants et 24 chez les personnes âgées, ben moi, je trouve que c'est bien qu'elle soit là, Lucia, quand même. Ça me semble, hein. Donc, alors, je vous raconterai l'histoire de comment on a eu accès aux informations après, mais quand vous posez cette question-là et que vous allez voir, ben, il s'avère que l'année d'avant, il y a 1 enfant et 4 personnes âgées qui sont morts, et l'année encore avant, 2 enfants et 6 personnes âgées. Est-ce que c'est si différent de 3 enfants et 5 personnes âgées? Pas trop. Alors, à la rigueur, il y a des gens qui vont dire, bah, les enfants, quand même, mais les personnes âgées, 4, 6, 5, bah non, je suis désolée, c'est vraiment pareil, quoi. Donc, déjà, là, on se dit, bon, ok. Deuxième chose, vous vous souvenez comment il a modélisé la situation, notre statisticien? Il vous a dit, pour qu'il y ait un enfant qui meurt par hasard pendant que Lucia prenne son service, ben, la probabilité, c'est de 60 sur 1080. Et pour qu'il y en ait un deuxième, il y a un 59 sur 1079. Donc ça sous-entend qu'en fait, choisir le service d'une infirmière, c'est prendre 60 plages horaires au hasard sur les 1080 qui existent. Réfléchissez juste en termes de bon sens de travail. Est-ce que vous pensez qu'on peut prendre les 60 premières plages horaires de l'année, comme ça, et dire, voilà, hop, tu travailles pendant 60 fois 8 heures d'affilée, ça fait beaucoup, 480 heures quand même, puis après, tu es en vacances pendant 10 mois. Non. Déjà, ce n'est pas légal, d'accord, parce que bah, la loi, elle vous dit que quand vous avez 24 heures de travail consécutif, vous êtes censé avoir un repos derrière. Donc ça veut dire que déjà, parmi toutes les possibilités d'aller choisir des combinaisons de 60 plages horaires, vous ne pouvez pas en avoir plus de 3 à la suite. Puis il y a une deuxième chose. Souvenez-vous du calcul qu'on a fait. Pour les personnes âgées, on a dit 60 sur 1080. Pour les enfants, on a dit 60 sur 1080. Donc techniquement, elle peut être à 2 endroits en même temps. C'est un peu ce qu'il fait, le statisticien, quand il vous modélise le problème. Il ne prend pas en compte la réalité du terrain, qui est que, à ma connaissance, Lucia, c'est un être humain, donc elle n'a pas le don d'ubiquité. Elle ne peut pas être en même temps chez les personnes âgées et chez les enfants malades. Donc quand vous déterminez les 60 plages horaires où elle est chez les enfants et les 120 plages horaires où elle est chez les personnes âgées, en fait, ce n'est pas indépendant. D'accord ? Les plages horaires,
les 60 plages horaires où aller chez les enfants, d'office, elles sont exclues pour les personnes âgées. S'il avait eu, petit 1, pas peur des maths, et petit 2, ce réflexe de dire je modélise le problème. D'accord ? Donc là, en fait, je vais faire ma conclusion grâce à ton truc, et je vous finis l'argument après. Mais en fait, vous voyez, on exige des gens qui sachent lire et qui sachent écrire, mais il n'y a aucun moment où on se pose la question de savoir, mais en fait, en termes de prise en compte du réel, en termes de modélisation des choses, est-ce qu'il y a un minimum ? Vous voyez ? Quand on vous dit faire des maths, c'est important, apprendre à raisonner, c'est important, c'est à ça que ça sert. C'est-à-dire que quand c'est raisonné, on se dit, mais attendez, là, elle ne peut pas être à 2 endroits en même temps, donc ce calcul, il ne peut pas fonctionner, même si je ne comprends pas le calcul. Si je demande, mais comment vous l'avez fait, et qu'on me dit, ben là, vous voyez, pour ces plages horaires chez les enfants, et en fait, on peut le modéliser avec un dessin. Donc, je vais vous faire avec le dessin. D'accord ? Selon le bonhomme, vous avez des plages horaires. Donc, vous avez, alors j'ai mis juste les premières, parce que si je fais 1080 boules, ça commence à faire beaucoup. Mais vous avez 1080 plages horaires, ça va être 1080 boules jaunes, par exemple, pour le service je sais pas, chez les enfants. D'accord ? Donc, dedans, je dois en piocher 60. C'est ça qu'il est en train de vous dire. Et il y a des numéros sur les boules, et ça vous dit quelles sont les plages horaires qui sont attribuées à Lucia chez les enfants. Donc déjà là, il y a un truc qui ne va pas. Parce que si je pioche 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est pas possible. Légalement, c'est pas possible. Donc rien que là, déjà, on sait que ça ne va pas fonctionner. D'accord ? On fait pareil chez les personnes âgées. On a un sac de boules rouges. D'accord ? L'argument de l'avocat, c'est de dire, vous avez aussi 1080 boules rouges dans ce sac. Mais en fait, non. Parce qu'une fois que j'ai pioché 60 boules dans le sac de boules jaunes, les numéros de ces boules-là, il faut que je les retire dans le sac de boules rouges. Donc j'ai plus 1080. D'accord ? J'en ai 1020 déjà. Avec les mêmes contraintes de je ne peux pas piocher 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc en fait, si vous faites vraiment, et une fois que vous avez fait votre répartition, donc en tirant des boules pour le service, mais de manière cohérente, légale, d'accord ? Vous n'avez qu'à dire que vous avez mis une couleur spéciale sur les plages horaires où il y a des décès, et si vous avez tiré cette boule-là, c'est que Lucia était présente. Donc là, on a un modèle qui va tenir la route. Et si vous faites les calculs avec ce modèle-là, la probabilité que vous trouvez, elle est de 1/7, une chance sur 7. Beaucoup plus que de gagner au loto. D'accord ? Une chance sur 7, c'est quand même beaucoup. Hein ? C'est un tout petit peu moins de 20%, mais pas beaucoup. D'accord ? Et c'est ce que je vous disais, c'est qu'en fait, chaque année, des situations comme ça, on en trouve. Un coup, c'est en Allemagne, un coup, c'est en Angleterre, un coup, c'est aux États-Unis, un coup, c'est en Italie. En Italie, c'est assez régulier. D'accord ? Et à chaque fois, c'est le même argument. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le sophisme du procureur, c'est-à-dire qu'on va considérer que des événements sont indépendants alors qu'ils ne le sont pas. D'accord ? C'est la différence entre la probabilité d'un événement et la probabilité d'un événement sachant qu'un autre a eu lieu. C'est-à-dire que pour déterminer les services dans les personnes âgées, si j'ai déjà les services dans les enfants, ce n'est pas indépendant. D'accord ? Ça donne des contraintes sur quand est-ce que Lucia peut être chez les personnes âgées. OK ? Donc là, vous voyez, ce n'est pas tant le fait d'avoir ce calcul correct à la fin, c'est le fait que, dès le départ, si vous prenez l'argument tel qu'il est en disant « mais quel est le modèle derrière ?» C'est-à-dire que les maths, ce n'est pas juste des calculs qu'on enchaîne. D'accord ? Les maths, il y a un contexte. Et comprendre le contexte, en fait, ça ne nécessite pas de comprendre des maths. D'accord ? C'est juste, on a du bon sens et on essaie de le modéliser. Et juste en faisant ça, vous démontez l'argumentation du statisticien en 35 secondes. D'accord ? Et donc, ça aurait évité à Lucia d'être accusée, parce qu'elle a été accusée. D'accord ? Elle a été accusée, elle a été emprisonnée pendant plusieurs années. Ce qui s'est passé, c'est que son entourage avait du mal à croire qu'elle était coupable. Elle passait son temps à dire qu'elle était innocente. D'accord ? La photo que vous avez vue, c'est les lettres de soutien qu'elle recevait pendant qu'elle était en prison. Et en fait, son entourage connaissait des mathématiciens d'une université en Angleterre qui se sont dit mais il faut avoir le modèle là. Et du coup, ils ont repris le dossier. Donc, il y a eu des années d'échanges de est-ce qu'on peut avoir accès aux informations qui permettent de répondre à une partie de ces questions, et on refait le modèle, et on arrive à une probabilité de 1/7, donc on rouvre le dossier. Et, très bon film, comme on disait, en fait, il y avait un peu de ça. Il y avait un peu de jalousie, dans le sens où, donc, comme je vous ai dit, Lucia, c'est quelqu'un qui était apprécié et tout, et les ragots, ça va vite. Mais la personne en question, elle ne pensait pas que ça prendrait une telle ampleur, si vous voulez. Vous savez, c'est des trucs un petit peu genre, vous êtes à la salle café, et puis, malheureusement, il y a des milieux professionnels où c'est un peu comme ça, où c'est « Ah, mais t'as vu machin, ah, mais t'as vu... Ah oui, mais quand même, c'est bizarre. » Je pense que la personne ne pensait pas que ça prendrait cette ampleur-là, d'accord ? C'est juste parti d'une petite médisance, d'accord ? Donc, faites attention quand vous médisez des gens, hein, ça peut avoir des conséquences.
Mais la vraie raison, c'est juste qu'en fait, il y a un moment donné où faut prendre les ragots pour ce qu'ils sont. C'est juste des ragots, il n'y a pas forcément de fondement. Et s'il n'y a pas de preuve que la personne est coupable, ce qui était le cas ici, il n'y avait aucune preuve que la personne était coupable, d'accord ? La présomption d'innocence, quand même, c'est quelque chose. OK ? Voilà. Merci de votre attention et de vos questions. Merci beaucoup, Ramla.